européen. Et c'est le dernier thème de cette table ronde que je vous propose d'aborder, celui de la citoyenneté européenne, puisque dans vos établissements, c'est souvent la première marche vers l'ouverture aux autres. En quoi, justement, aujourd'hui, cette dimension européenne peut être une chance pour cette ouverture? Peut-être revenir sur les outils qui existent aussi aujourd'hui au service de l'éducation sur ce thème de la citoyenneté européenne. Jean Arthuis. Être citoyen, c'est se reconnaître membre d'une communauté qui s'identifie par ses valeurs, je les ai rappelées il y a un instant, la démocratie, l'humanisme chrétien, les droits de l'homme. Et il est incontestable que l'Europe a une culture commune. Lorsque nous évoquons les grands noms de la littérature, de la musique, de la création, de la culture européenne, on est bien souvent incapable de les identifier par rapport à leur nationalité. Les nations sont venues au XIXe siècle, elles se sont exacerbées. À la fin du XIXe siècle, l'Europe dirigeait le monde par ses colonies. Et les nationalismes se sont affrontés dans leurs colonies avant de s'affronter sur le territoire européen, avec l'apocalypse qui aurait pu anéantir l'Europe. Drame absolu. Et donc, on en est sorti. Les pères de l'Europe ont lancé l'idée qu'il fallait plus jamais ça, plus jamais la guerre sur le continent. Mais cette Europe-là était une Europe coupée en deux. Et on pourrait se demander jusqu'où serait allée l'armée rouge sans l'intervention des Alliés et des Américains. Donc, cette première Europe avait d'abord une finalité, c'est de résister au bloc soviétique. Elle s'est constituée sur des bases de mise en commun de symboles forts, l'énergie, l'acier, ce qui avait été le déploiement des moyens guerriers. Et puis ils ont essayé d'aller plus loin en créant une communauté européenne de défense. Et là, le nationalisme a refait surface, et c'est la France qui s'est opposée en 1954 à la communauté européenne de défense. Donc on a compris que l'union politique n'était pas possible. Et les pères fondateurs se sont dit que dans ces conditions, eh bien, le pragmatisme marchand allait faire son œuvre. Et on en a fait un marché commun. Et puis ce marché commun, on l'a élargi, on l'a approfondi, libre circulation des marchandises, des services, des capitaux, des personnes. Le rideau de fer est tombé. Le mur de Berlin est tombé et soudainement l'Europe s'est considérablement élargie. Cette Europe-là est une Europe marchande, est une Europe qui se soumet aux règles du marché et on a très vite constaté que quand il y a autant de monnaie et que de pays constituant un ensemble économique, l'instabilité des parités monétaires crée un vrai problème qui brise la croissance et suscite du chômage. Et pour y mettre un terme, on a pensé que la monnaie unique était l'arme absolue. Et quand on partage une monnaie, une souveraineté monétaire, on est entré dans un processus de partage de souveraineté. Mais on n'en a pas tiré les conséquences. On a fait comme si, et l'Europe est restée une addition d'égoïsmes nationaux, avec des législations qui ne convergent pas. Moyennant quoi, on assiste à des phénomènes de délocalisation. Alors ça va bien au-delà de l'Europe d'ailleurs, hein, parce que ce qui est dénoncé aussi dans Laudato Si, c'est le consumérisme compulsif qui est activé par des groupes internationaux. Et c'est commode de vendre à bon marché quand on va produire en Chine et qu'on met les produits sur le marché européen au risque de créer du chômage. Les délocalisations se sont multipliées. Et on multiplie les contradictions. On veut que l'Europe soit ouverte au monde, mais on continue à agréger
des standards sociaux, des standards environnementaux qui mettent en péril nos propres entreprises, qui respectent ces standards par rapport à des produits qui viennent d'ailleurs. Et avec ce tableau noir, on peut toujours susciter l'intérêt d'Europe. Je pense qu'on ne peut pas. Les problèmes de l'heure, quels sont-ils? On a parlé des problèmes de sécurité et des problèmes de migration. Comment contrôler les flux migratoires? Comment accueillir dignement les réfugiés? Et comment assurer la sécurité contre le terrorisme? Comment lutter contre les paradis fiscaux, contre les fraudes fiscales? Or, les Européens sont les premiers responsables, car chaque pays a ses propres recettes fiscales pour essayer d'attirer sur son territoire les acteurs économiques et les moyens fiscaux. Les premiers responsables des scandales de l'optimisation fiscale, le LuxLeaks, Panama Papers, ce sont les Européens eux-mêmes suffisamment stupides pour ne pas se mettre d'accord sur des règles convergentes. Et lorsqu'on voit arriver sur notre territoire, lorsqu'on a aménagé la ligne à grande vitesse entre Le Mans et Rennes, naturellement, il y avait de nombreux travailleurs en Mayenne. La plupart d'entre eux venaient des pays d'Europe centrale. Et ça choquait, parce qu'il y a du chômage chez nous, et puis ils viennent. Mais on ne s'est pas préparé. On n'a pas travaillé suffisamment les questions de compétitivité, nos propres dispositifs fiscaux. On est dans des contradictions. Donc ce que je veux dire, c'est que tous nos problèmes, les problèmes de chômage par exemple, on a une monnaie unique, l'euro, mais on n'a pas de politique économique européenne. On a une addition de politiques. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de gouvernement européen. Parce qu'en définitive, on a un simulacre d'Europe aujourd'hui. Et si je dis cela sur un ton critique, c'est parce que j'attends une vraie Europe. Une Europe qui mette en commun un certain nombre de souverainetés, une Europe qui ne soit pas un simulacre d'Europe, une Europe qui ait une politique diplomatique. Toutes ces difficultés que nous avons avec les migrations. Qu'est-ce qui est allé fiche le bazar en Irak aux côtés des Américains? Ce sont quelques Européens. Ensuite, on a remis ça avec les printemps arabes, sans doute pour de bonnes raisons. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout. On n'a pas engagé l'Europe avec des moyens diplomatiques. Et on ne peut pas avoir de diplomatie crédible si on n'a pas une capacité militaire. De la même façon, pour lutter contre le terrorisme, on a parlé du fichier des passagers aériens. Mais ce qu'on a décidé, parce que les États l'ont voulu ainsi, ça n'est pas un fichier européen, c'est 28 fichiers nationaux. Donc ceci peut être parfaitement inopérant. On est dans une sorte de simulacre. Et de cela, il va falloir sortir d'urgence. Vous avez un gros travail, monsieur le député européen. Oui. Ce n'est pas seulement mon travail, c'est le travail de chacun d'entre nous. Le politique est dans l'immédiateté. Mais alors, la seule chose qui compte, c'est l'échéance électorale de demain. Pour le monde de l'éducation, justement, Philippe Richard, c'est quoi le travail du monde de l'éducation sur cette ouverture à la citoyenneté européenne ? Je crois que... on s'inscrit dans ce qui vient d'être dit, c'est la réalité politique. On ne va pas la nier, elle est comme ça. Et c'est vrai qu'on espère effectivement une autre vision de l'Europe. Quand à chaque fois que je voyage et que je sors mon passeport, je suis très fier d'avoir un passeport européen. Voilà. Et donc je me sens aussi citoyen non seulement français, mais aussi citoyen de l'Union européenne. C'est un sens. Donc je pense que ça, c'est important aussi dans le domaine de l'éducation, de créer chez les jeunes le sentiment d'appartenance à un ensemble qui a aussi qui repose sur un certain nombre de valeurs. On a parlé tout à l'heure d'un certain nombre d'outils. Alors, du côté du Conseil de l'Europe, si par exemple vous arrivez à faire participer des jeunes de vos établissements scolaires, surtout des lycées, à des journées Euroscola, par exemple, vous allez vous apercevoir que c'est une journée magnifique. On va avoir des classes de tous les pays de l'Union européenne qui vont être présents au Conseil de l'Europe ce jour-là et qui vont vivre une journée au Conseil de l'Europe. Et il y a un sentiment fort qui apparaît parce qu'au-delà de toutes les réalités que vous venez d'évoquer, il y a surtout des jeunes qui se ressentent entre eux dans une relation européenne. Bon, et c'est ça qu'il faut qu'on cultive. Ceci étant dit, il faut aussi qu'on éduque nos jeunes dans les valeurs européennes. Et parmi les valeurs européennes, on l'a dit, il y a quand même cette question forte des droits de l'homme. Le Conseil de l'Europe
à créer une communauté d'États qui ne se confond pas avec l'Union européenne, mais à fonder une communauté d'États dont l'un des constituants, finalement, est l'acceptation de ces valeurs telles qu'elles existent dans la Convention européenne des droits de l'homme. Qui plus est, avec un système de juridiction, ce que le monde entier nous envie. Donc je pense quand même qu'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut vraiment fonder une approche de l'éducation et qui est aussi positive. Cette ouverture à l'Europe et à l'international est vécue également dans certains établissements avec des projets particuliers comme une découverte à l'international. Ça se passe par exemple à la Perverie. Je vous propose de regarder ce petit reportage. Donc depuis des années, nous accueillons des élèves étrangers en classe pratiquement toutes les semaines. Il y a un double intérêt. D'abord pour l'élève étranger, c'est de pratiquer le français au niveau de l'école élémentaire. Souvent c'est plus simple pour eux et ils sont en situation de réussite, donc c'est important. Et puis pour mes élèves, j'ai la chance de pouvoir couper ma classe en 3 ou en 4, selon le nombre de lycéens que j'ai. Et je profite de leur connaissance, du fait qu'ils soient de langue maternelle anglaise. Ils encadrent un groupe, moi un autre, et puis ça permet à mes élèves d'avoir accès à différents accents. Le mien, celui des Anglais, des Australiens, des Néo-Zélandais. Donc je pense que c'est une vraie richesse. Il n'y a pas que des anglo-saxons qui viennent. Madame Lepoutre a pu accueillir une japonaise qui a fait partager en fait son art de l'origami. Hein? Oui, il m'est arrivé de faire des ateliers de cuisine avec des Autrichiens qui nous ont apporté leurs recettes. Et puis ils ont tout écrit en anglais, étape par étape. Mes élèves ont eu un cours d'anglais avec une recette autrichienne et puis ça a très bien marché, c'était délicieux. Voilà, le Café International, c'est un moment et un lieu de rencontre où tous les étudiants étrangers en fait, sont obligés de venir. Ça leur permet de se rencontrer. Je suis Lara, je viens d'Allemagne, j'ai 17 ans. J'étais ici pour 2 semaines et je pars demain. Je m'appelle Mary, j'habite à Nouvelle-Orléans et mon correspondant est Charlotte. Je m'appelle Léa, j'habite en Saint-Louis, j'ai 16 ans. Je m'appelle Labaz, j'ai 16 ans aussi et j'habite à Washington DC et mon correspondant est Baptiste. Et on va laisser la place maintenant aux jeunes qui sont partis en échange et qui vont présenter leur séjour. Es la comida típica de México. Es un tipo que se llama los faritas. La faritas es una comida que es constituida con frijoles. After the first week, I went to New York with the father. And, I went to the Statue of Liberty and Empire State Building, Times Square, Museum of Natural History. So here is the Capitol building. This is where important people that I'm not completely sure who they are. J'étais à l'école la Trinita dei Monti, c'est l'école du Sacré-Cœur à Rome. Là, c'est un petit aperçu des églises que j'ai vues. D'une synagogue aussi ici. C'est une des seules synagogues aussi riches que ça. Je voudrais terminer sur les 2 dernières minutes qui nous restent, Philippe Richard, pour évoquer justement, vous êtes secrétaire général de l'Office international de l'enseignement catholique. Les liens entre les différents établissements au niveau international existent concrètement. On peut mettre en place des choses entre les établissements ? Alors, pour répondre à la question, il faut d'abord dire que l'Office international de l'enseignement catholique fédère en fait les organisations nationales de l'enseignement catholique à travers le monde, comme par exemple le secrétariat général en France.
Et dans chaque pays, il y a un organisme, enfin pas dans chaque pays, mais dans plus de 100 pays, il y a un organisme national sous l'autorité de la commission épiscopale, la conférence des évêques, qui a en charge l'enseignement catholique. Donc l'OIEC regroupe à peu près une centaine d'organisations nationales, plus des congrégations qui sont membres de l'OIEC. Et ça représente 210 000 écoles à travers, et environ 45 millions d'élèves. Donc c'est un réseau important. Alors effectivement, il y a des secrétariats régionaux. Il y a un secrétariat en Europe qui s'appelle le Comité européen pour l'enseignement catholique. Il y a un secrétariat en Amérique, etc. Et au sein de chaque secrétariat, donc au sein de chaque région, chaque secrétariat régional essaye de développer un certain nombre de relations. Mais ce n'est pas encore assez performant. Alors, simplement, ce que je veux vous dire pour répondre à la question, c'est qu'on va avoir un prochain conseil de l'OIEC aux Philippines dans un mois, là. Et je pense pouvoir présenter à ce conseil-là une application sur laquelle on est en train de travailler, une application qui permettra en fait, de relier les 210 000 écoles de membres, enfin, par l'intermédiaire des organismes nationaux entre elles dans une application. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui vous voulez trouver un hôtel, vous allez sur Booking et vous faites une ville et vous allez avoir une liste d'hôtels qui défile. Là vous irez sur l'application, vous irez dans une ville, n'importe laquelle à travers le monde, dans n'importe quel pays, et en fonction de la réalité vous aurez la liste de toutes les écoles, lycées, collèges, etc. Reliés à ce pays, à cette ville. Et vous aurez les coordonnées. Et donc, chaque enseignant qui pourra utiliser cette application, chaque chef d'établissement pourra ainsi, en fonction de ses besoins, rentrer en communication avec une école à travers le monde. Et on espère que cette application-là va permettre vraiment de développer énormément les échanges entre les écoles à travers le monde. Merci pour cette application très pratique. Merci à vous trois d'avoir participé à cette table ronde. Je vous propose de les applaudir pour remercier nos intervenants.